Et quand vous êtes directeur d'école, vous dites aux parents, non, mais c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez partir. Là, je pense que c'est un peu pareil, sauf que là, c'est tous les parents en même temps, même au lycée. Donc, pour le moment, ils sont là, ils essayent, mais assez vite, quoi. Moi, je sais que j'ai des enfants et je leur dis, mais mets un casque quand tu as un Zoom. Comme ça, ils mettent un casque parce que moi, j'ai pas envie d'entendre leur maîtresse. La maîtresse n'a pas envie de m'entendre non plus. Et petit à petit, ça va se normaliser et petit à petit, chacun va reprendre sa place. Et voilà, et juste, tu disais, Emmanuel, sous la menace, mais non, il n'y a pas de menace. En fait, il faut juste qu'on soit… Voilà, et puis il faut juste qu'on se dise tous que l'enseignante, l'enseignante, des fois, il va avoir des ratés. Il va avoir des ratés techniques, il va avoir des ratés. Le parent aussi, l'enfant aussi. Et c'est juste de se dire, c'est pas grave, ça va aller. Et puis, on va s'en sortir et on va faire tous ensemble. Et c'est nouveau. Et puis, c'est aussi normal qu'on ait envie d'aller dans la classe de son enfant. Et puis, petit à petit, on va prendre de la distance. Je pense que c'est une formidable opportunité pour les professeurs de faire des parents vraiment un allié dans l'éducation des enfants. Et du coup, nous, on travaille beaucoup avec l'observation de ce que font les enfants dans notre école. Donc, on a besoin d'avoir les retours des enfants. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pour éviter que les parents fassent les choses à leur place ou les corrigent, on leur a demandé de faire aussi avec les enfants, de aussi prendre des crayons, aussi prendre de la peinture, du papier, de faire avec eux. Comme ça, déjà, ils prennent un peu de plaisir, ça les détend. On parlait d'anxiété tout à l'heure, ça aide beaucoup les parents de faire avec leurs enfants, pour les plus petits en tout cas. Donc, je recommande beaucoup aux professeurs d'encourager les parents à le faire et aux parents qui nous écoutent de faire avec leurs enfants les choses, au lieu de les corriger, d'être plutôt des exemples, plutôt que des deuxièmes professeurs, des assistants dans la classe. C'est pas leur rôle. Et en fait, après, ça nous permet d'avoir plus de retours, finalement, parce que les parents nous montrent ce que leurs enfants ont fait. Ils ont plutôt observé, ils ont eu l'expérience que leur enfant a vécue. Et du coup, on a des meilleurs retours des parents. Et du coup, on peut mieux préparer la classe le lendemain. Je crois que c'est intéressant de demander aux parents leur retour sur ce qui s'est passé. Si eux-mêmes ont eu l'expérience de le faire, ils nous donnent un retour de plus grande qualité. Super. Merci. Alors, on a une de nos auditrices qui est Marianne, je crois. Marianne, vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, dites-nous où vous êtes déjà. Je suis à New York. À New York. Je suis à New York. J'ai une compagnie de tutoring, donc je m'occupe beaucoup des élèves de certaines écoles qui sont présentes ici. Et je me suis rendu compte que par rapport à l'angoisse, je m'occupe beaucoup d'adolescents et des sessions une fois par semaine se sont transformées en 5 sessions de 10 ou 15 minutes par jour. Parce qu'ils avaient un besoin continuel de gérer l'angoisse et de gérer le travail. Et puis au bout de 15 jours, je sens quelque chose qui est assez formidable, c'est le rôle de la fratrie. Et je m'exprime là-dessus. Je vois beaucoup d'élèves de seconde, première, terminale qui suivent des cours Zoom qui sont vraiment tellement bien faits. Les écoles ont fait un travail remarquable. Mais de voir qu'ils ont une angoisse et qu'ils parlent beaucoup plus de leur famille, chose qui ne se passait pas avant. Et finalement, de leur avoir donné des petites choses à faire, comme lire tous les soirs un livre à ton petit frère. Et tu me racontes, tu lui as lu Le Petit Prince. Toi, maintenant, à 17 ans, comment tu revois Le Petit Prince et ainsi de suite. Et d'avoir essayé de créer des activités où, quand il y avait une fratrie, ils peuvent s'occuper les uns des autres. Et j'ai trouvé que c'était remarquable à quel point, en quelque temps, les adolescents devenaient plus matures. Que le fait d'avoir pris la responsabilité d'aider des plus jeunes frères et sœurs, ça les rendait beaucoup plus matures. Et là où j'ai senti aussi l'angoisse véritablement baisser, c'est de voir qu'ils ont peut-être plus de temps pour refaire des choses où ils avaient des manques, ou qu'ils avaient juste survolé, où il y avait des lacunes. Et finalement, il y a beaucoup de positifs aussi à tirer de cette expérience. L'école est primordiale et elle manque à tout le monde, mais j'ai trouvé beaucoup de positifs là-dedans. Et du moins, il faut essayer de transformer ça en positif. Super, merci beaucoup. Est-ce que un de nos panélistes veut réagir à ça ? Juste en tant que papa de 2 enfants qui ont un peu de différence d'âge, oui, j'observe absolument ça et je trouve que il y a des choses qui sont très jolies, même si mes 2 garçons étaient très proches avant, mais le fait de responsabiliser le plus grand par rapport au plus petit, c'est un effet induit très, très positif. Voilà. Et c'est quelque chose que l'on ne fait pas d'une manière naturelle. Je vois dans les familles, c'est quelque chose qui ne se fait pas parce que tout le monde est pressé. Finalement,
tout le monde est assez égocentré. Les choses en famille ne se font pas souvent par rapport à l'apprentissage notionnel de l'école. Je veux dire, on n'a pas véritablement le temps, ils n'ont pas le temps de faire ce partage. Et ce partage aujourd'hui qui se fait autour finalement de l'école, où ils vont tous à l'école, mais ils ne partagent pas leur expérience de l'école, à part les expériences de copains ou les expériences de sortie, mais pas l'expérience de ce qu'ils font véritablement au niveau de leur savoir. Et je trouve que ce partage entre ces jeunes aujourd'hui est merveilleux. Et j'ai même vu une jeune fille du lycée français qui fait quelque chose d'extraordinaire, qu'on aide là à faire un website pour que les jeunes s'aident les uns avec Alice. les autres. Exactement, Monsieur Letellier, Alice. Et donc, j'en discute beaucoup avec Alice là autour, et je trouve ça merveilleux de voir finalement qu'il y a tout d'un coup une entraide entre jeunes sur l'apprentissage qui n'existait pas avant. Et je pense que ça, c'est vraiment une leçon positive qu'on doit tirer pour le futur. Formidable. Merci Marianne. Je vous rappelle à tous, si vous voulez intervenir, que ce soit pour poser des questions, nous raconter vos témoignages, à vous, mettez quelques mots sur le bouton Q&A en bas de votre écran, ou Q&R si vous êtes en français, et on discutera avec vous, on prendra vos questions et vos interventions. Alors on a justement Thomas qui nous a rejoint, je crois. Thomas, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, allez-y, dites-nous. Alors, moi, je suis à Austin, au Texas, et j'ai 2 enfants. Et du coup, je suis un petit peu mitigé sur l'école à la maison. C'est un petit peu compliqué parce que mon mari et moi, on est à la maison, on a dû arrêter de travailler, et du coup, on s'occupe des enfants. Et en même temps, on doit aussi envoyer les enfants chez leur mère tous les jours, pour garde alternée. Et du coup, c'est hyper difficile pour nous de se répartir les enfants tout en travaillant depuis la maison et en s'occupant de la maison en même temps, sachant qu'elles ont 6 et 12 ans. Et l'école est très bonne et très bien, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que c'est très difficile, il y a beaucoup de deadlines avec les écoles, mais aussi avec le travail à la maison. Et le fait qu'on doit envoyer les enfants aussi chez leur mère, ça devient très compliqué en fin de compte, en fin de journée, on n'a pas le temps de tout faire à chaque fois. Alors, ça, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir directement là-dessus, sinon… Si vous voulez bien, je pense qu'aussi, et en liaison avec ce qui vient d'être dit, il faut s'interroger sur la fonction de cette période et des objectifs qu'on assigne à la permanence de l'acte éducatif par des nouveaux biais. Il est évident qu'on ne va pas chercher à parcourir des programmes comme on l'a fait par le passé dans des contextes plus habituels, si vous voulez, et que ça nous donne une liberté et peut-être une obligation aussi de réfléchir sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'on se doit de faire avec les élèves d'ici la fin de l'année, étant donné les circonstances? Parce qu'encore une fois, aucune de nos écoles, aucune de nos familles n'est seule face à cette situation. Et qu'il y aura un avant, un après, il faudra aussi gérer l'après et le retour à la classe. Et c'est pas une crise sanitaire qui, d'un claquement de doigts, va disparaître et on va devoir accompagner les élèves. Et peut-être que ça, c'est aussi rassurant. On entend parfois des parents qui s'inquiètent sur le fait de perdre le fil ou de baisser en termes d'intensité. Ce qui est, on a des échos, des témoignages qui vont dans les deux sens, des élèves qui travaillent encore plus que d'habitude et travaillent beaucoup, et d'autres qui se disent tiens, je suis un peu moins sollicité. Mais en fait, il n'y a pas de normes. Il y a à réfléchir sur ce qui est essentiel. Et c'est essentiel d'ici au mois de mai, au mois de juin. Et peut-être que ça aussi, c'est une marge de liberté et peut-être un peu de se rassurer par rapport à ça. Et dernier point, pardon, il faut qu'on soit tous très très conscients des circonstances de vie des personnels et des parents. Et vraiment d'être dans la bienveillance en termes d'évaluation, en termes d'attente qu'on fixe, de volume de travail qu'on assigne. C'est parfois très difficile, mais de vraiment être bien conscient de tout ce que vous venez de décrire, monsieur, et que c'est la réalité de beaucoup de nos familles. On a le sentiment, je pense, pour rebondir sur ce que disait Thomas et un certain nombre d'articles qu'on a pu lire, etc., qu'il y a comme une tension qui se crée entre deux impératifs, celui de la continuité scolaire, qui est notamment important, et on l'a vu pour des enfants, par exemple, qui sont déjà
en limite de rupture souvent, qui ont des difficultés d'apprentissage, etc., et qui donc se retrouvent seuls, plus aussi les enfants qui sont dans des milieux défavorisés pour lesquels l'école peut être aussi un refuge et qui a disparu. Et puis de l'autre côté, face à ça, une espèce de besoin aussi, comme dire, de ralentir, de limiter la pression. Et là, les deux choses sont un peu contradictoires. Et évidemment, il y a certains spécialistes qui sont intervenus, y compris dans la presse française, avec des éditoriaux pour expliquer, écoutez, il faut se calmer un peu sur la continuité pédagogique. 2 mois de perdu à l'échelle d'une scolarité, c'est pas très grave. Et est-ce que c'est le type de discours que vos parents, qui sont quand même en général assez investis, puisqu'ils font le choix d'une éducation bilingue, d'écoles privées pour 3 d'entre vous, etc. Est-ce qu'ils sont accessibles à ce type de discours sur dire il faut ne pas trop se précipiter, ne pas trop mettre la pression sur les enfants. Virgile, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire aussi à Thomas, merci pour votre question, qu'effectivement, il faut vraiment mettre cette période en perspective, voir qu'est-ce que ça veut dire en tant que famille. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui trouvent beaucoup de bonheur à retrouver leurs enfants, à passer plus de temps avec eux. Et donc, je crois que ça, c'est beaucoup plus important que les 2 mois ratés d'école, d'avoir ce moment dans la vie où on a 2 mois un peu et on est ensemble, et donc arriver à en faire quelque chose de très positif. Et je crois que si on arrive à faire ça, en fait, on donne un sentiment de sécurité à ses enfants, et quand on donne un sentiment de sécurité à ses enfants, alors ils peuvent apprendre. Et donc je crois que c'est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas croire que les enfants vont apprendre quoi que ce soit tant qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, dans cette période si difficile, si étrange. Donc, je crois que c'est vrai pour les petits et c'est vrai pour les grands. Je crois qu'il y a de grandes correspondances entre les enfants de 2 ans et les ados. Ils sont tiraillés entre la maison et le monde extérieur. Ils sont tiraillés entre 2 âges, entre être bébé et être un enfant social, être un adulte et encore un enfant. Et donc, je crois qu'il faut les aider à les rassurer dans ce moment si difficile, avant de croire qu'ils vont apprendre quoi que ce soit. Donc, je crois que par rapport à votre situation personnelle particulière, vous parliez que l'enfant doit aller chez sa mère, et donc en plus, je dirais, la difficulté du planning, il y a aussi un planning familial qui est plus compliqué. Eh bien, vous prenez ça en compte et vous essayez avec la mère de votre enfant de trouver un rythme qui se ressemble autant que possible pour l'enfant, en tout cas, qui ait le même rythme le matin et l'après-midi. Et je crois que comme ça, vos filles trouveront plus un sens de sécurité, si vous êtes d'accord, d'avoir le même rythme dans les 2 maisons. Voilà. C'est mon conseil. Merci Virgile. Anne-Sophie, je crois que vous vouliez aussi réagir. Non, mais Émilie, je crois, va intervenir. C'est pas qu'ils vont pas apprendre, c'est qu'ils vont apprendre autre chose. Et en fait, ils vont apprendre d'autres choses qui ne sont pas des savoirs. Alors, peut-être qu'ils vont rater le futur simple ou le passé simple ou le plus que parfait ou les équations ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas très grave. Ils vont apprendre d'autres choses. Et je vais prendre mon exemple personnel. Quand on est arrivé aux États-Unis, on est arrivé il y a 3 ans et on a quitté la France au mois d'avril. J'avais mes jumeaux qui étaient en CP et mon plus grand qui était en 6e. Et on a arrêté finalement leur année scolaire au mois d'avril pour arriver ici. Ils n'ont pas raté 3 mois d'école en France. Ils sont arrivés ici, ils ont appris une nouvelle langue, ils ont rencontré des gens. Et là, c'est exactement ce qui va se passer pour toutes ces familles. En fait, elles vont apprendre à vivre ensemble, elles vont partager des choses ensemble. Vous allez écrire des emails aux grands-parents, vous allez discuter, vous allez apprendre autre chose. Et puis, ça va bien se passer. Et juste, c'est différent, mais c'est pas moins bien, c'est juste autre chose. Et c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et comme le disait Emmanuel, à l'échelle d'une scolarité, c'est une petite goutte d'eau qui va se rééquilibrer dans les prochains mois. Le mot positif a aussi été évoqué, c'est mettez en place ce qui marche, ce qui est positif dans un sens de sécurité. Donc, pas de souci. Et les enseignants sont là pour travailler avec vous et l'école, donc je suis sûre que vous pouvez trouver des solutions.
l'école à distance a aussi mis en valeur les petits groupes. On a l'instruction classe en grand groupe, mais aussi on est capable de personnaliser avec des mini-groupes l'échange avec l'élève et on peut progresser très vite avec cet échange en plus petits groupes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va se mettre en place. Parfait. Alors, je crois, Greg, qu'on a une question d'une